et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal du 14 août. À la une de l'actualité, entrée en vigueur de la décision du président de la République d'adopter la presse électronique comme mécanisme de publicité des marchés publics. Un pas de plus vers une presse responsable et efficace. Les activités du centre culturel français en Algérie pointées du doigt par la presse algérienne. Elles seraient utilisées pour la collecte de renseignements et comme outil d'influence selon des articles des quotidiens Al-Khabar et l'Expression. Les détails tout à l'heure. L'état des Razaouis continue de se détériorer en raison de l'agression et du blocus sioniste étouffant. 239 Palestiniens sont morts à cause de la famine. D'autres sont tués quotidiennement par les bombardements de l'occupant. Nous ferons le point depuis l'enclave palestinienne. Et nous irons ce soir à Tipaza, la chasse au trésor archéologique. Une expédition sous-marine visant à recenser les vestiges immergés de la région et à les protéger. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, la presse électronique agréée fait désormais partie des mécanismes de publicité des marchés publics. La décision du président de la République est entrée en vigueur suite à la publication récente d'un arrêté ministériel. Il s'agit d'un pas de plus vers la concrétisation de l'engagement du chef de l'État pour une presse développée, influente, libre et pluraliste. Les détails par Rina Lerari. L'Algérie franchit un nouveau cap dans la modernisation de son système médiatique. Désormais, les médias numériques agréés sont adoptés comme mécanisme de publicité des marchés publics. Cette mesure met fin à l'exclusivité de la presse écrite, traduisant la volonté des hautes autorités du pays d'accompagner les mutations profondes des secteurs de l'information et de la communication, tout en dotant la presse nationale des moyens nécessaires pour atteindre un véritable professionnalisme et en offrant à la presse électronique des outils financiers et techniques garantissant sa pérennité. À l'issue de l'atelier juridique consacré à l'organisation du secteur des médias, il a été procédé à la consécration du principe du soutien indirect à la presse électronique à travers l'accès à la publicité, une mesure décidée par le président de la République en 2023. Ce type de financement permettra aux éditeurs et aux professionnels de bâtir des institutions fortes et d'améliorer la qualité de leur contenu. Dans un monde où les médias jouent un rôle capital, l'objectif est clair. Renforcer la régulation, garantir un discours médiatique responsable et positionner la presse algérienne comme voix influente, libre, pluraliste, responsable et compétitive. Les acteurs du secteur saluent d'ailleurs un bond qualitatif pour la presse nationale, une réforme qui permettra de placer l'information au cœur de la défense des intérêts nationaux. Au-delà du soutien à l'innovation, cette réforme renforce la transparence et l'égalité des chances. Elle s'inscrit dans un ensemble plus large de mesures telles que la relance d'aide à la presse, les activités de formation et de perfectionnement, la réduction de la TVA et la baisse des tarifs d'hébergement web et des abonnements au fil de l'APS, ainsi que le soutien logistique à la maison de la presse. Aujourd'hui, les sites d'information en ligne disposent de moyens leur permettant de mettre en valeur leurs compétences. Sans ressources, un média numérique ne peut ni réaliser d'enquête, ni produire de reportages de terrain qui reflètent réellement ce qui se passe dans la société. En revanche, en bénéficiant de soutien et d'outils adaptés, il peut développer son travail journalistique. C'est une avancée majeure dans le parcours de la presse électronique. Cette étape constitue une avancée importante dans le processus de soutien à la presse électronique en Algérie. Elle traduit une réelle volonté de consolider la place des médias numériques au sein du paysage national.
Le soutien public destiné aux sites d'information contribuera à assurer leur stabilité financière et à améliorer la qualité des contenus proposés au service du droit aux citoyens, à l'information et dans le respect des valeurs et des constantes nationales. Avec cette réforme, l'Algérie affirme son ambition. Faire de la presse électronique un pilier de l'information nationale, moderne, crédible et au service du citoyen. Dans l'actualité, ce nouvel aspect de la brouille entre Alger et Paris, abordé dans des articles des quotidiens Al-Khabar et l'Expression, les activités du Centre culturel français en Algérie, anodine en apparence, serait utilisée par la collecte, ou plutôt pour la collecte de renseignements, du lobbying ou encore du repérage de certains profils. Et ce, en prévision de monter des dossiers et d'être utilisé comme un outil d'influence. Yannis Belkacem. La crise entre Alger et Paris revient sur le devant de la scène, mais cette fois, elle ne se joue pas seulement sur le terrain politique. Derrière les belles photos ou encore les discours d'amitié se cachent des réseaux et des lobbies français, qui dans l'ombre entretiennent une tension permanente entre les deux pays. Pour rappel, le point de rupture a été la décision de Paris de rompre sa neutralité sur le Sahara occidental, un choix qui aligne la France sur Rabat et qui pour Alger n'est rien d'autre qu'une manœuvre pour revenir en Afrique par la petite porte, et elle opte pour le terrain culturel pour y parvenir. Au cœur de cette nouvelle stratégie, l'Institut culturel français, présent à Alger, Oran, Constantine et plusieurs autres villes, officiellement créé pour promouvoir la langue et les échanges culturels, il devient selon plusieurs sources un outil d'influence, voire même parfois une couverture pour des activités de renseignement. En façade des cours et des activités, en réalité repérage de profils, collecte d'informations et rencontres discrètes avec des figures associatives, politiques ou culturelles soigneusement choisies. Le but, monter des dossiers, recruter et tisser des réseaux. Loin d'être de l'improvisation, c'est une méthode bien ficelée et redoutable, un travail précis, pensé et hérité de la période coloniale. La France officielle continue de se présenter comme un ami fidèle, mais derrière les sourires, accords et initiatives servent de couverture à des actions plus intrusives, une politique qui mine la confiance et tente de fragiliser l'Algérie et de porter atteinte à sa souveraineté. Aujourd'hui, les masques tombent, ce qui se joue n'est pas une crise passagère, c'est un bras de fer silencieux où la culture sert de vitrine au jeu d'influence. Et cette lettre ouverte de chercheurs, intellectuels et militants contre les propos racistes de Noël Lenoir, un collectif de citoyens français appelle à une enquête sur les propos haineux tenus vendredi dernier par l'ancienne ministre française contre les ressortissants algériens en France. C'était lors d'une émission sur la chaîne de télévision CNews où elle a qualifié des millions d'Algériens de France d'être des criminels potentiels capables de représenter des risques majeurs. La lettre publiée par le quotidien français L'Humanité, publiée hier, interpelle plutôt les défenseurs des droits de l'homme, le président de l'ARCOM et de la procureure de la République de Paris. Situation inhumaine à Raza, l'état nutritionnel des enfants razaouis continue de se détériorer en raison de l'agression sioniste et du blocus étouffant imposé à l'enclave. 239 Palestiniens, dont 109 enfants, sont morts à cause de la famine et de la malnutrition. Selon le mécanisme de coordination Cluster Nutrition, 4 Palestiniens sont morts de faim ces dernières 24 heures. Et au même moment, les bombardements de l'occupant israélien se poursuivent. Celui ciblant le quartier d'Azaytoun ce jeudi a tué 8 Palestiniens. Les frappes sionistes et ces tirs d'artillerie sont quasi quotidiens et n'épargnent personne. Les enfants sont les premières victimes de ces attaques barbares. Le point avec notre correspondant Wissam Abou Zaïd, commentaire de Meissa Al-Bouahla. La machine de guerre de l'occupation sioniste continue de frapper chaque jour un peu plus fort, fauchant les vies d'innocents et de civils. Un nouveau massacre vient d'être perpétré contre des familles entières. Selon le ministre de la Santé, plus de 200 Palestiniens, dont des enfants, ont été tués entre hier et aujourd'hui. Et plus de 500 autres blessés dans différentes régions de la bande de Raza. Un vrai carnage. Il ne reste plus personne. Toute ma famille a été décimée. 50 de ses membres ont perdu la vie. Ayez pitié de nous. Sans avertissement, la maison entière a été frappée avec tous ceux qui s'y trouvaient. Nous avions établi 10 tentes juste à côté. Presque tout le monde est mort. Nous avons retrouvé plusieurs corps sous les ruines. Beaucoup y sont encore.
Des dizaines de dépouilles restent prisonnières des décombres. Les équipes de secours n'arrivent pas à les atteindre. Pour leurs proches, la douleur est brutale, insoutenable à chaque fois qu'un membre de leur famille, un ami ou un voisin est massacré. J'ai perdu ma fille dans les derniers bombardements, je n'en peux plus. Son frère a été tué quelques jours auparavant. L'armée sioniste intensifie ses attaques aériennes et terrestres sur les quartiers est de Raza. Les craintes grandissent quant à la possibilité que cela soit le prélude à une réoccupation de la ville où s'entassent des dizaines de milliers de déplacés sans aucun autre refuge. Je ne peux pas déplacer ma tente du centre vers le sud. Elle s'est effondrée à force de la monter et de la démonter. À chaque fois, au-delà de tout cela, je n'ai ni argent, ni travail, ni quoi que ce soit qui me permette de vivre dignement. La vie est devenue insupportable pour tous les habitants de la bande. En toute impunité, l'occupation sioniste multiplie les crimes, des actes de génocide et de nettoyage ethnique contre un peuple qui continue de résister et d'exiger la fin de cette guerre impitoyable et destructrice. Le Marzen fait miroiter des avantages économiques aux entreprises internationales et à travers elles les gouvernements d'un certain nombre de pays. C'est ce qu'affirment deux universitaires spécialistes en droit en Grande-Bretagne au site The Conversation. Ils rappellent également que la Cour internationale de justice a reconnu en 1975 le droit du peuple sahraoui à un référendum d'autodétermination. Fin hier à Boumerdès de la 13e édition de l'université d'été des cadres du Front Polisario et de la RAST. L'événement qui a rassemblé plus de 400 participants a permis de réaffirmer la détermination du peuple sahraoui à poursuivre sa résistance face à l'occupation marocaine et transformant sa lutte populaire en véritable révolution nationale. La cérémonie de clôture a rendu hommage aux martyrs sahraouis dont le shahid Dahel Bendir, symbole du combat pour la liberté et l'indépendance. Et mise en service à Timimoun d'une nouvelle station d'épuration des eaux usées. Elle vient en soutien au réseau hydraulique de la région et sera exploitée dans l'irrigation des Palmeraies. Le ministre de l'Hydraulique en visite de travail dans la wilaya a également annoncé l'allocation de 200 millions de dinars pour la réhabilitation des Fougara, système ancestral d'irrigation dans le sud algérien. Mohamed Ben Khedda et Badi Amarati. À Timimoun, l'eau coule en abondance grâce à ces importantes quantités d'eau souterraine. La région offre désormais un approvisionnement régulier aussi bien pour l'irrigation que pour la consommation. C'est une excellente chose. L'eau va enfin couler dans les robinets. Grâce à ce projet, les quartiers Ersour de la commune de Cherouine seront alimentés régulièrement et sans perturbation. Cette année, le programme d'investissement public de cette wilaya prévoit plusieurs opérations majeures. L'augmentation de la capacité de stockage à 5000 m3, l'extension et la rénovation du réseau à travers l'Ersour, en plus de l'équipement de 10 forages et la réhabilitation des Fogara de Mtarfa et Qsr el-Wajda. Un financement de 200 millions de dinars est consacré à la réhabilitation de ces Fogara, système d'irrigation traditionnel très utilisé dans le sud algérien. Un projet national financé via le Fonds national de l'eau. Dieu merci, l'État a accordé une enveloppe importante aux Fougara dont on ne peut pas se passer. Nous sommes très contents, nous remercions l'État qui a vraiment investi pour préserver ce patrimoine. Autre axe stratégique, l'exploitation des eaux usées épurées dans l'irrigation des vieilles palmeraies en vue de leur extension et leur réhabilitation. La station d'épuration des eaux usées, inaugurée dans la wilaya, dispose de laboratoires d'épuration selon le procédé de traitement tertiaire et offre une capacité de 13 000 m3 jour d'eau traitée destinée à l'irrigation agricole. La station d'épuration est un projet structurant. Sa réalisation permettra d'améliorer le cadre de vie des habitants et éradiquer les maladies à transmission hydrique. Nous avons donné des instructions pour réhabiliter les Fogara via le Fonds national de l'eau. Les efforts de l'État dans le domaine des ressources en eau se poursuivent pour le raccordement des foyers au réseau AEP et notamment l'irrigation agricole dans une approche économique et une contribution à la création de nouveaux périmètres au profit des jeunes et leur irrigation à partir des eaux traitées.
Culture et cette expédition maritime archéologique à Tipaza, une nouvelle opération de plongée sous-marine a été lancée pour explorer le patrimoine immergé de la région. Elle dure 4 jours et vise à protéger les vestiges découverts et recensés dans cette région. Yarrib, Rina Lohari. Munis de leur combinaison et de leur équipement, ces plongeurs s'apprêtent à explorer les fonds marins pour une nouvelle mission archéologique. Mais avant de plonger, une petite mise au point s'impose. L'équipe est fin prête à explorer et à découvrir les vestiges archéologiques immergés du site de Sainte Salsa au large du port de Tipaza. Nous allons descendre à une profondeur de 17 à 30 mètres à la recherche des vestiges immergés avec une équipe composée de membres du Musée national maritime et du Centre national de recherche en archéologie et de l'Office national de gestion et d'exploration des biens culturels. Se préparer à une plongée implique à la fois une préparation physique et mentale. Avant de descendre sous l'eau, les plongeurs doivent s'assurer de la fiabilité des équipements, notamment le contrôle de la pression du bloc. Tipaza est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982. Elle abrite le musée archéologique, le parc archéologique ouest ainsi que le mausolée royal de Mauritanie. La plongée à 30 mètres de profondeur reste un travail réservé aux professionnels. Cela exige maîtrise, vigilance et équipements adaptés, comme l'utilisation d'une caméra étanche, sondeur, système de géolocalisation et carte marine. Une fois le site identifié, les équipes procèdent à la collecte des vestiges avant de les étudier en laboratoire. Nous sommes accompagnés de 2 embarcations composées d'un pneumatique appartenant au CNRA et d'un autre bateau de 14 mètres de longueur relevant du Centre national des ressources aquatiques et de la pêche. Les 2 assurent un travail logistique. Ils nous conduisent jusqu'au site de plongée et suivent l'opération du début jusqu'à la fin. L'opération de plongée d'aujourd'hui s'inscrit dans une série de programmes placés sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts, avec pour objectif la protection et la valorisation des sites archéologiques de Tipaza. À travers ce type d'opération, plus de 40 sites archéologiques ont déjà été recensés dans la partie ouest de la wilaya de Tipaza. Un plan qui s'inscrit dans la démarche nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine historique et archéologique national. La mosaïque en folie au village Aït Mansour à Tizi Ouzou. La région s'est transformée en atelier à ciel ouvert depuis 3 jours en accueillant des artistes mosaïstes et jeunes des 4 coins du pays et même de l'étranger. Une 5e édition du village mosaïque qui contribue à la transmission de cet art ancestral, nous dit Walid Yousfi. Niché au cœur du Durdura, le village d'Aït Mansour offre un spectacle saisissant où chaque pierre raconte une histoire. Ces façades, empreintes d'authenticité, se parent de couleurs qui donnent à ce hameau l'allure d'une œuvre vivante. Nous sommes ici pour faire connaître la mosaïque. Nous façonnons des pièces que nous rassemblons pour en faire des tableaux. Je participe à cet événement avec une approche académique. L'encadrement et la formation des jeunes dans le domaine de l'art de mosaïque est très important aussi. J'essaie de leur apprendre les bases de ce savoir-faire pour la préservation de l'architecture et du patrimoine. Ils viennent des 4 coins du pays et même de l'étranger. Artistes mosaïstes et villageois se retrouvent ici. Objectif, redonner vie à la pierre. Entre leurs mains, des tesselles chargées de symboles. Je considère ces jeunes comme mes propres enfants. Je me dois de leur transmettre ma passion. On aimerait qu'il y ait des ateliers où ils puissent donner libre cours à leur créativité et pourquoi pas commercialiser leur création. C'est une très bonne initiative. Cela m'a permis de découvrir la mosaïque. Je suis contente de connaître nos traditions. La culture nord. Je m'exprime à travers la mosaïque. Je fais ce métier pour préserver notre culture et nos traditions. Et à travers ses formes et ses couleurs, l'art de la mosaïque continue de transmettre un message intemporel destiné aux générations futures.
Sport et du tennis pour terminer avec le Master national des jeunes, un tournoi regroupant plus d'une centaine d'athlètes en herbe issus de plusieurs régions du pays. Une véritable mine d'or pour dénicher les talents, et cela se déroule au tennis club de Bach Jarrah où Sarah Derbal a fait un tour. Au tennis club de Bach Jarrah, les raquettes claquent et les balles fusent. Ici, le tennis ne prend pas de vacances. Alors que beaucoup choisissent la plage ou la piscine, ce club continue d'attirer passionnés et compétiteurs, même sous le soleil brûlant de l'été. On arrive à la fin de l'année. C'est une période qui arrange la majorité des joueurs parce que c'est les vacances, donc ils pourront se déplacer. Sur les cours, l'ambiance est studieuse mais conviviale. Les matchs se succèdent, mêlant jeunes espoirs et joueurs chevronnés. Pour certains, cette compétition est l'occasion idéale d'occuper les vacances autrement. C'est une partie aussi méritée du prélude des vacances. Parce que juste après une victoire comme ça, ça va le libérer. Il pourra profiter de la piscine et de la plage à volonté, vu que la rentrée Mazal Chouéa. Voilà, donc c'est un bon compromis. Voilà, c'est vrai que c'est un effort, c'est un investissement personnel, mais c'est un bon compromis. Et en parlant d'effort et d'investissement personnel, voilà, moi je profite de l'occasion et je remercie beaucoup sa maman, qui s'est beaucoup investie et qui donne beaucoup. Je me bien défendu. Et maintenant, je suis le champion des masters. Ça fait très plaisir de jouer au tournoi pendant les vacances parce que c'est pas mieux de jouer en année scolaire parce que tu rates beaucoup de leçons, beaucoup de matières. Les vacances parce que في la scolaire عندنا قرايه لازم نديرونا في الصيف ماشي غير البحر وكاع بريفيري نلعب شويه سبور ندير تنس. Je veux sortir à la plage et la piscine, mais faire des tournois, c'est plus agréable. Pour les joueurs aguerris, l'été est aussi ce moment où l'on se demande si le repos ne devrait pas prendre le dessus après une saison intense. Par exemple, les athlètes d'élite, les athlètes de l'équipe nationale, qui quand même travaillent durement durant toute l'année. Depuis septembre, 10 ans, qu'ils en travaillent sans arrêt jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'ils méritent quand même un break. Bien sûr qu'on a besoin de vacances, surtout qu'on a enchaîné les stages et les tournois ces temps-ci. Et avec cette chaleur, c'est pas facile aussi. Un peu. Pourquoi un peu? Parce que je veux prendre des vacances. Tu veux prendre des vacances? Pour aller faire quoi? Pour aller à la plage et à la piscine. J'aime jouer le tennis pendant toutes les vacances, sauf qu'on n'a pas beaucoup de temps pour voyager et tout. Et puis il y a les poussins, fiers de leur performance et toujours motivés à donner le meilleur d'eux-mêmes. En demi-finale, j'ai perdu. Après j'ai joué la 3e place et j'ai gagné. Et j'espère que la prochaine fois, je pourrai le gagner. D'accord. J'ai fait beaucoup d'efforts pour arriver à ce niveau. C'est un moyen pour nous d'oublier un peu les études et de discuter, de rigoler dans les tournois, de se retrouver entre amis, de rigoler, de discuter, de jouer. Car ici, au tennis club de Bach Jarrah, on prouve qu'avec la passion et la persévérance, le tennis peut rivaliser avec la mer et le sable, même au cœur de l'été. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Ager.